J'ai trouvé quelqu'un qui me rend vraiment heureux, et je ne renoncerai pas à cela. Tout le monde m'a quitté. Ma femme, mon fils, ma fille. Je suis sorti de la maison sans me retourner, et sans verser une seule larme. Mais ce qui s'est passé ensuite vous fera applaudir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'ai trouvé quelqu'un qui me rend vraiment heureux, et je ne vais pas y renoncer. Ce fut la dernière chose que j'entendis, juste avant que tout ne s'effondre. Ce n'était pas une étrangère qui m'avait dit cela. Ce n'était pas quelqu'un croisé dans la rue. C'était Aurora, ma femme, la femme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 25 ans. La femme pour qui j'avais travaillé chaque jour de ma vie, sans jamais me plaindre. Et le pire, ce que j'ai encore du mal à dire à haute voix aujourd'hui, c'est qu'elle n'était pas seule lorsqu'elle l'a prononcé. Jonathan, mon fils, et Julieta, ma fille, étaient là. Tous les trois ensemble, me regardant comme si j'étais le problème. Ils m'ont tous abandonné. Ma femme, mon fils, ma fille. Et j'ai quitté cette maison sans regarder en arrière, sans larmes, sans supplier, avec une valise à la main, et la tête haute. Mais que s'est-il passé ensuite? Qu'est-il arrivé après ce moment précis? C'est ce que je dois vous raconter. Car si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, je peux dire que je suis un homme libre. Et vous comprendrez aussi pourquoi ceux qui m'ont trahi ont fini par affronter une situation à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Restez, car cette histoire commence par une trahison, mais elle ne se termine pas par une défaite. Cet après-midi-là, je rentrais du travail, à 49 ans. J'avais le dos lourd d'épuisement, les pieds pesants, comme s'ils portaient tout ce que j'avais construit au cours de ces décennies. Je suis entré par la porte d'entrée comme toujours, avec la clé que j'avais moi-même payée, dans la maison que j'avais moi-même bâtie, sacrifice après sacrifice. Et la première chose que j'ai vue, ce fut eux trois, réunis. Aurora, Jonathan, Julieta. Ils étaient assis dans le salon, en silence, me fixant comme si j'étais un inconnu qui venait d'interrompre quelque chose d'important. La télévision n'était pas allumée. Il n'y avait pas de nourriture dans la cuisine. Juste trois, arborant des expressions que je ne leur avais jamais vues auparavant. Des visages qui avaient déjà pris une décision, sans même me consulter. Aurora a été la première à parler, et elle l'a fait avec un calme qui m'a glacé le sang. Elle m'a expliqué qu'ils y réfléchissaient depuis des semaines, qu'ils étaient parvenus à une conclusion, puis, elle a lâché le morceau. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus être mariée avec moi, qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle a ajouté que cette personne était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui était venu chez moi, quelqu'un qui avait mangé à ma table. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Une sorte de secousse interne, qui n'a de nom dans aucune langue, mais que quiconque a été véritablement trahi reconnaît immédiatement. Ce n'est pas encore de la douleur. C'est l'étape qui précède la douleur. C'est le moment exact où le cerveau reçoit l'information, mais où le cœur refuse encore de l'assimiler. J'ai regardé Jonathan, mon fils. Celui-là même à qui j'avais appris à faire du vélo, celui que j'avais accompagné pour son premier jour d'école, celui que j'avais soutenu financièrement, même quand les temps étaient durs. Je l'ai regardé, espérant qu'il prendrait ma défense, ou qu'il montrerait au moins un signe d'inconfort. Mais non. Jonathan a croisé les bras, et m'a dit, avec une froideur que j'ai encore du mal à croire aujourd'hui, qu'il pensait que sa mère avait raison. Il a affirmé que je n'avais jamais été vraiment présent, que j'avais toujours privilégié le travail au détriment de la famille, et que si sa mère était heureuse avec un autre, il la soutenait. J'ai senti le sol disparaître complètement. Je me suis tourné vers Julieta, ma fille. La petite fille que j'avais tenue dans mes bras quand elle avait de la fièvre, celle qui avait pleuré sur mon épaule quand son premier petit ami l'avait quittée. Celle qui me disait toujours que j'étais son modèle. Julieta ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle a fixé le sol, et d'une voix basse, presque un murmure, elle a avoué qu'elle le savait aussi depuis longtemps. Elle a dit qu'elle avait gardé ce secret, parce qu'elle ne savait pas comment me le dire, et qu'elle espérait que je pourrais comprendre. Comprendre? 25 ans de mariage. 25 ans à me lever avant tout le monde pour aller travailler. 25 ans à payer les factures, à réparer ce qui était cassé, à sacrifier mes propres rêves pour qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Et maintenant, ils me demandaient de comprendre, comme si la compréhension était quelque chose que l'on pouvait réclamer, juste comme ça, de but en blanc.
dans le salon de la maison que j'avais construite, entouré des 3 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, il y a eu un long, très long silence. Et dans ce silence, quelque chose a changé en moi. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Les choses ont simplement changé. Comme lorsqu'une clé tourne dans une serrure, et que le mécanisme s'enclenche. Un son infime, presque imperceptible, mais définitif. Je les ai regardés tous les 3, un par un. D'abord Aurora, puis Jonathan, puis Julieta. Et je n'ai rien dit pendant ce qui m'a semblé être de longues minutes. Ils attendaient une réaction. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je crie, que je supplie, ou que je m'effondre là, sur le sol de ce salon. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Je me suis levé lentement, je suis allé dans la chambre, et j'ai sorti une valise du placard. C'était la même valise que celle de notre lune de miel. J'ai commencé à plier mes vêtements, avec un calme que je ne comprenais pas moi-même à cet instant. Des chemises, des pantalons, des documents importants, et les photos qui n'appartenaient qu'à moi. Mes affaires, rien que mes affaires. Aurora est apparue à la porte de la chambre, et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que je partais. Elle m'a dit que je n'étais pas obligé de partir ce soir-là, que nous pouvions parler, que nous pouvions résoudre cela de manière civilisée. Je lui ai rétorqué qu'il n'y avait plus rien à dire, et que tout ce qu'ils avaient à me faire savoir, ils me l'avaient déjà dit. Et puis, je lui ai confié une chose que je retenais sans le savoir depuis des années. Je lui ai dit qu'à aucun moment de ma vie, je n'aurais imaginé que les 3 personnes que j'aimais le plus au monde seraient capables de s'asseoir ensemble, pour planifier ma destruction. Je ne l'ai pas dit avec colère. Je l'ai dit avec une clarté froide, qui m'a surpris moi-même. J'ai fermé la valise, je l'ai prise de la main droite, j'ai marché dans le couloir, et je suis passé devant le salon où Jonathan et Julieta étaient toujours assis, immobiles. Je ne les ai pas regardés. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai ouvert la porte d'entrée, je suis sorti, et je l'ai refermée derrière moi, sans me retourner, sans larmes. Avec un cœur brisé, certes, mais la tête haute. Et debout sur ce trottoir, devant la maison qui avait été la mienne pendant un quart de siècle, avec une valise à la main et le monde entier qui s'écroulait autour de moi, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas laisser cela me détruire. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. J'allais être l'homme qui se reconstruit. Mais avant de vous raconter la suite, vous devez comprendre qui j'étais avant ce jour-là. Car personne ne trahit quelqu'un sans raison. Et la raison qu'ils ont utilisée pour se justifier. Quand vous l'entendrez, vous comprendrez exactement pourquoi ce qui leur est arrivé par la suite était exactement ce qu'ils méritaient. Pour comprendre la suite, il faut savoir qui j'étais avant cette nuit-là. Pas l'homme qui est parti avec une valise. Pas l'homme qui a fermé la porte sans se retourner. L'homme qui en était arrivé là. L'homme qui avait tout construit à partir de rien, et qui, sans le savoir, avait aussi construit son propre piège. Je suis né dans une famille sans argent. Je ne dis pas cela pour susciter la pitié, mais parce qu'il est important que vous compreniez. Mon père travaillait dans la construction, et ma mère nettoyait les maisons des autres. Dès l'âge de 14 ans, j'aidais déjà à payer les factures du foyer. Il n'y a pas eu de longue enfance, ni d'adolescence insouciante. Il y avait le travail, les responsabilités, et la conviction que si je ne bougeais pas, personne n'allait bouger pour moi. Cette idée était gravée si profondément en moi, qu'elle est devenue ma façon d'exister, travailler, pourvoir, soutenir. C'était ce que je savais faire. C'était ce que je croyais que signifiait aimer quelqu'un. J'ai rencontré Aurora quand j'avais 23 ans. Elle en avait 21. Elle était jolie, joyeuse, pleine de vie. Elle me regardait comme si j'étais quelqu'un de spécial. Et pour un homme qui avait grandi en se sentant invisible, ce regard valait plus que tout au monde. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Nous n'avions presque rien. Nous louions une petite chambre, partagions une seule vieille voiture, et je faisais des doubles journées pour que nous puissions économiser. Aurora travaillait aussi au début, mais quand Jonathan est arrivé, nous avons décidé ensemble qu'elle resterait à la maison. C'était une décision commune, ou du moins, c'est ce que je pensais. Jonathan est né quand j'avais 26 ans. Julieta est arrivée 3 ans plus tard. Et avec chaque enfant, j'ai senti la responsabilité se multiplier, mais aussi la détermination. Car ce n'était plus seulement pour moi. C'était pour eux. Pour ce garçon qui me regardait avec de grands yeux.
Pour cette fille qui s'endormait dans mes bras. Pour Aurora, qui me disait que j'étais le meilleur homme qu'elle ait jamais rencontré. Savez-vous ce que cela fait à un homme qui a grandi en se sentant invisible? Cela le transforme en machine. Une machine à produire, à résoudre, à soutenir. Et je suis devenu exactement cela. Je me suis levé tôt chaque matin pendant 25 ans. J'ai fait tout ce qui était nécessaire. J'ai changé d'emploi quand une meilleure opportunité se présentait. J'ai appris de nouvelles choses quand le marché l'exigeait. J'en suis venu à bien gagner ma vie. Pas extraordinairement, mais assez pour leur offrir leur propre maison, une voiture décente, des vacances une fois par an, et une éducation pour mes enfants, sans qu'ils aient à s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais il y a un prix que j'ai payé sans m'en rendre compte. Et ce prix, il s'appelle la présence. Je n'étais pas là à beaucoup d'anniversaires. Je n'allais pas à tous les spectacles de l'école. Je n'écoutais pas assez les conversations au dîner, parce que je rentrais trop tard, ou trop fatigué. Je pensais que subvenir à leurs besoins suffisait. Je pensais que l'argent, laissé sur la table chaque mois, était la manière la plus concrète de dire à ma famille que je l'aimais. Personne ne m'a dit que j'avais tort, ou si quelqu'un l'a fait, je n'ai pas su l'écouter. Parce que quand vous passez toute votre vie à être la personne qui soutient tout le monde, vous ne savez pas comment vous arrêter. Vous ne savez pas comment relâcher la pression, sans avoir l'impression d'échouer. Et Aurora le savait. Elle connaissait cette part de moi mieux que quiconque. Elle savait que si je lui disais que quelque chose la dérangeait, je le résoudrais avec de l'argent, ou avec du travail. Elle savait que je n'avais pas le vocabulaire émotionnel pour lui donner ce dont elle avait peut-être besoin. Et au lieu de m'en parler, au lieu de s'asseoir en face de moi pour me dire honnêtement que quelque chose n'allait pas dans notre mariage, elle a choisi une autre voie. Elle a choisi un autre homme. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé. Mais je sais, car j'ai découvert plus tard des détails que j'aurais préféré ignorer, qu'elle était dans cette relation depuis plus d'1 an avant de me l'avouer. Une année entière. 365 jours durant lesquels j'ai continué à aller au travail, continué à payer le prêt hypothécaire. Continué à croire que ma famille allait bien, pendant que, dans ma propre maison, un mensonge de la taille d'un immeuble se construisait. Et ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas l'infidélité en elle-même. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de découvrir que mes enfants savaient. Jonathan était au courant depuis plusieurs mois. Julieta depuis presque 1 an. Tous deux avaient gardé ce secret. Tous deux m'avaient regardé dans les yeux, chaque fois que je rentrais à la maison. Chaque fois que je m'asseyais à table avec eux, chaque fois que je leur demandais comment ils allaient, et qu'ils me répondaient normalement. Comme si de rien n'était. Comme si je ne méritais pas la vérité. Comme si protéger leur mère était plus important que de respecter leur père. C'est ce qui fait le plus mal, dans une trahison familiale. Ce n'est pas le coup initial. C'est l'accumulation de petits mensonges qui l'ont précédé. C'est de réaliser que, pendant que vous pensiez être à l'intérieur de quelque chose, on vous avait laissé à l'extérieur depuis bien longtemps. La nuit où j'ai quitté la maison avec cette valise, je suis monté dans ma voiture, et j'ai conduit sans but pendant près d'1 heure. Je ne pleurais pas. Je n'y arrivais pas. C'était comme si mon corps s'était déconnecté de mes émotions, pour me protéger de la violence de l'impact. J'ai roulé dans des rues que je connaissais par cœur. Je suis passé devant des endroits qu'Aurora et moi avions visités ensemble. Et tout semblait à la fois familier, et complètement étranger. Comme si c'était la ville de quelqu'un d'autre. Comme si ma vie avait été celle d'un autre, et que je venais de me réveiller en plein milieu, sans savoir comment j'y étais arrivé. Je me suis arrêté dans un parking vide. J'ai coupé le moteur. Et là, seul dans l'obscurité de cette voiture, c'est la première fois que j'ai ressenti le poids réel de ce qui venait de se passer. Je ne pleurais toujours pas, mais je ressentais quelque chose. Je ne sais pas si cela a un nom. Une sorte de vide immense et froid, qui remplit toute la poitrine, et qui vous donne l'impression que respirer demande un effort conscient. Que si vous arrêtez de penser à respirer, vous arrêtez simplement de le faire. J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé mes contacts, et j'ai réalisé une chose qui m'a frappé presque aussi durement que la trahison elle-même. Je ne savais pas qui appeler. 25 ans à construire une vie pour ma famille, et je n'avais personne à appeler dans le moment le plus difficile de mon existence. Les amis s'étaient perdus en chemin. Les sorties, les projets, les conversations, tout avait été sacrifié sur l'autel de la responsabilité familiale. J'avais tellement donné de moi-même à l'intérieur de la maison, qu'à l'extérieur,
il ne restait presque rien. Presque rien, mais pas tout à fait rien. Il y avait un nom dans mon téléphone, que j'ai hésité à composer. Hector. Un ami d'enfance avec qui j'avais perdu contact depuis des années, mais qui, de temps en temps, m'envoyait un message pour prendre de mes nouvelles. Je remettais toujours à plus tard. J'étais toujours occupé. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Mais cette nuit-là, dans ce parking sombre, avec une valise sur la banquette arrière et ma vie entière en miettes, j'ai composé son numéro sans trop réfléchir. Il a décroché à la deuxième sonnerie, comme s'il s'y attendait. Je n'ai prononcé que 3 mots, j'ai besoin d'aide. Et il a répondu, dis-moi où tu es. Ce fut tout. Pas de questions, pas de jugement, pas de discours que je n'avais pas besoin d'entendre à ce moment-là. Juste ces quelques mots, qui, à cet instant, étaient les mots les plus importants qu'on m'ait dit depuis bien longtemps. Je conduisis jusqu'à chez lui. Il était presque 23 heures. Hector a ouvert la porte en pyjama, a regardé mon visage, et sans dire un mot, m'a fait entrer. Il a mis un verre d'eau dans ma main, et s'est assis en face de moi, en silence, attendant sans précipitation, sans le poids d'aucune attente. Et là, pour la première fois depuis que j'avais fermé cette porte, j'ai laissé sortir quelque chose. Je ne pleurais toujours pas, mais j'ai parlé. Je lui ai tout raconté. Chaque mot qu'Aurora avait prononcé. Chaque seconde du silence de Jonathan. Chaque instant où Julieta avait fixé le sol. Et Hector a tout écouté, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, il a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, Ézéchiel, l'homme qui a tout construit à partir de rien, peut construire quelque chose de nouveau. Ce qui s'est perdu ce soir, ce n'est pas toi. C'est juste une version de toi qui ne te sert plus. Je ne l'ai pas totalement compris cette nuit-là, mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé dans le seul endroit que personne n'avait encore pu toucher. J'ai dormi sur le canapé d'Hector cette première nuit, et les 4 suivantes aussi. Ce n'était pas un canapé confortable. C'était l'un de ces vieux meubles qui avaient survécu à trop de déménagements, avec un ressort au milieu qui vous rentrait dans le dos, si vous ne vous placiez pas exactement dans le bon angle. Mais j'ai bien dormi. Ou du moins, mieux que ce à quoi je m'attendais. Peut-être parce que le corps, lorsqu'il est vraiment épuisé de porter quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps, trouve le repos même dans les endroits les plus inconfortables. Ou peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait personne à côté de moi qui me mentait. Les premiers jours ont été étranges. Pas d'une manière dramatique, pas comme dans les films, où le protagoniste pleure en regardant par la fenêtre, avec une musique triste en fond. C'était une étrangeté plus silencieuse, plus quotidienne. Je me réveillais, et pendant les premières secondes, avant que ma mémoire ne reprenne totalement le dessus, tout allait bien. Et puis le souvenir revenait. Pas comme un coup, plutôt comme une marée lente, constante, et inévitable. Et là, je devais décider à nouveau, chaque matin, si j'allais me laisser couler, ou si j'allais me relever. J'ai choisi de me relever. Pas parce que c'était facile, mais parce que l'alternative n'était pas une option pour moi. Hector vivait seul depuis 3 ans. Il avait lui aussi divorcé, bien que dans des circonstances très différentes des miennes, et il avait appris à se construire une petite vie bien ordonnée. Il avait sa routine, son travail, ses espaces. Et, sans en faire un drame, il m'a intégré à cette routine avec un naturel que j'ai apprécié, plus que je n'étais capable de l'exprimer à l'époque. Il m'a laissé utiliser la cuisine. Il m'a prêté des vêtements de rechange pendant que j'organisais mes affaires. Il m'a invité à marcher avec lui le matin, une chose qu'il faisait tous les jours, et que je n'avais jamais faite de ma vie d'adulte, parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à régler. Ces promenades matinales ont été, sans exagération, l'une des choses qui m'ont le plus aidé au cours de ces premières semaines. Il y avait quelque chose dans le simple fait de marcher sans destination obligatoire, sans horloge pour marquer le temps, sans que personne n'attende rien de moi, qui a commencé à desserrer quelque chose que je tenais très fermement à l'intérieur. Nous marchions en silence la plupart du temps. Hector n'était pas du genre à combler le silence par des mots inutiles. Et moi, qui avais été entouré de bruit et d'obligations toute ma vie, j'ai découvert que le silence n'était pas vide. C'était de l'espace. Un espace que je ne m'étais jamais donné la permission d'occuper. Mais le monde ne s'arrête pas parce que votre vie s'est effondrée. Les factures n'attendent pas. Les engagements ne disparaissent pas. Et j'avais des questions pratiques à résoudre, avec une urgence que je ne pouvais ignorer. La première, et la plus immédiate,
c'était l'argent. Je travaillais encore, Dieu merci, et mon salaire tombait toujours. Mais le compte bancaire que je partageais avec Aurora depuis 25 ans était un territoire compliqué. Il y avait des économies. Il y avait de petits investissements que nous avions faits ensemble. Il y avait aussi des dettes. L'hypothèque de la maison principalement, qui courait encore sur plusieurs années. Rien de tout cela n'allait se résoudre tout seul. Et je savais que si je n'agissais pas vite, je pouvais perdre encore plus que ce que j'avais déjà perdu. J'ai appelé un avocat. Je n'en avais pas en qui j'avais confiance. Alors, Hector m'a recommandé celui qui avait géré son propre divorce. Un homme direct, sans fioritures, qui m'a expliqué clairement quelle était ma situation juridique, et quelles étaient mes options. La conversation a duré près de 2 heures, et à la fin, ma tête était pleine de termes juridiques, et mon estomac rempli de cette angoisse froide qui s'installe quand vous réalisez qu'une vie construite sur des décennies peut être réduite à une série de documents, de chiffres, et de négociations. Mais je suis aussi sorti de cette réunion avec quelque chose d'important, de la clarté. Je savais à quoi m'attendre. Je savais quels étaient mes droits. Et je savais que, bien que le processus allait être difficile, je n'étais pas dans une position aussi vulnérable qu'Aurora. Elle s'y attendait probablement, car oui, j'y pense maintenant, et j'y ai pensé à l'époque, Aurora comptait sur mon effondrement. Elle comptait sur la douleur pour me paralyser suffisamment, afin qu'elle puisse gérer les termes de la séparation en sa faveur. J'avais déjà vu cette tactique dans les divorces de connaissances, et je reconnaissais le schéma. Les aveux soudains, le front uni avec les enfants, la pression émotionnelle pour me faire prendre des décisions hâtives, à un moment de vulnérabilité maximale. Cela n'a pas marché, parce que je ne me suis pas effondré. Je suis parti. Et cette différence a tout changé. C'est au cours de la 2e semaine loin de chez moi que j'ai commencé à ressentir le véritable coup. Pas le coup émotionnel de la trahison, mais le coup physique de l'absence. Des choses stupides me manquaient. Le bruit de la cafetière le matin, l'odeur de la maison, la façon dont la lumière traversait la fenêtre de la chambre à une certaine heure de l'après-midi. Des choses dont on ignore l'importance jusqu'à ce qu'on ne les ait plus. Et avec ces choses venaient aussi les souvenirs. De bons souvenirs. De vrais moments de bonheur que nous avions vécus ensemble, Aurora et moi, avant que quelque chose entre nous ne s'estompe, sans qu'aucun de nous ne sache exactement quand cela avait commencé. C'est la chose la plus cruelle d'une longue trahison. Elle n'efface pas les bons moments. Elle les contamine. Elle les laisse là, intactes dans la mémoire, mais recouverts d'une ombre qui en change le sens. Et vous vous retrouvez à ne pas savoir quoi en faire. S'il faut les garder, s'il faut les jeter, ou s'il faut simplement apprendre à les regarder de loin, comme les reliques d'une version de la vie qui n'existe plus. Il y a eu une nuit, la 10e ou 11e depuis mon départ, où j'ai enfin pleuré. Ce n'étaient pas des pleurs dramatiques. C'était silencieux. J'étais assis sur le canapé d'Hector, avec la télévision allumée sur une chaîne que je ne regardais pas. Et soudain, ma poitrine s'est serrée, d'une manière que je ne pouvais plus contrôler. J'ai pleuré pour Aurora. J'ai pleuré pour les années perdues. J'ai pleuré pour Jonathan et Julieta. Pas de colère, mais d'une profonde tristesse pour la relation que nous avions eue, et qui ne serait plus jamais la même. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais été. Celui qui avait travaillé si dur, et si peu reposé. Celui qui avait cru que l'amour se démontrait par l'effort, et non par la présence. J'ai pleuré pendant une longue heure, et quand j'ai fini, je me suis senti différent. Pas guéri. Pas complètement soulagé, mais plus léger. Comme si j'avais eu besoin de relâcher exactement cela, pour pouvoir continuer à avancer. Hector n'a jamais mentionné cette nuit-là. Le lendemain matin, nous sommes allés nous promener comme d'habitude, nous avons pris un café comme d'habitude, et il est resté le même homme discret, qui n'avait pas besoin de transformer chaque moment difficile en une conversation sur les sentiments. Et je l'ai remercié en silence. Comme les hommes remercient parfois pour les choses les plus importantes, sans mots, mais avec la plus grande certitude du monde. C'est au cours de cette 3e semaine qu'Hector m'a parlé d'une opportunité. Il travaillait dans une entreprise de logistique et de distribution de taille moyenne, et il savait qu'il cherchait quelqu'un pour un poste de superviseur, dans une succursale qu'il venait d'ouvrir dans un autre quartier de la ville. Ce n'était pas un travail prestigieux. Ça ne payait pas ce que je gagnais à l'époque. Mais il y avait une chose que mon emploi actuel ne m'offrait plus, la distance. La distance avec tout ce qui me rappelait une vie que je venais de perdre. Un nouveau bureau,
de nouveaux visages, de nouvelles routines. Un endroit où personne ne me regarderait avec pitié, ou avec ce malaise qu'ont les gens quand ils ne savent pas quoi dire à quelqu'un qui vient de se séparer. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Parce que quelque chose en moi avait commencé à comprendre que reconstruire une vie, ce n'est pas récupérer ce qui a été perdu. C'est avoir le courage de construire quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui est vraiment à vous. Non pas de la version de vous qui existait pour les autres, ni de la version que vous ne connaissez pas encore, mais de celle qui est là, à attendre de l'autre côté de toute cette douleur. Je ne le voyais pas encore clairement, mais je le ressentais. Et parfois, le ressentir suffit pour franchir le pas. J'ai accepté le poste. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la bonne. Et parfois, la vie met devant vous exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous vous y attendez le moins. Pas emballé dans un ruban, ni avec une explication claire. Mais simplement là, disponible, en attendant que vous ayez assez de courage pour le saisir. J'ai parlé à Hector le soir même. Je lui ai dit oui, que je voulais rencontrer les gens de l'entreprise, que je voulais en savoir plus sur le poste, et que j'étais prêt à commencer à un niveau inférieur. Si cela signifiait un nouveau départ, dans un endroit où personne ne me connaissait comme l'homme dont la famille l'avait trahi. Hector a souri, d'une manière qui n'était pas une célébration, mais un soulagement. Comme s'il avait attendu cette réponse, et n'avait pas voulu me mettre la pression pour y arriver par moi-même. L'entretien a eu lieu une semaine plus tard. J'ai mis les vêtements les plus présentables que j'avais dans cette valise, que j'avais faite si calmement cette nuit-là. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain d'Hector, et j'ai vu un homme qui avait l'air plus fatigué que dans mes souvenirs, mais aussi plus honnête. Sans le fardeau de faire semblant que tout allait bien. Sans le masque que l'on porte quand on vit un mensonge, sans le savoir. Juste moi. 49 ans, une vie en miettes, et la détermination de ne pas rester au milieu des décombres. L'entretien a duré 40 minutes. Le responsable des ressources humaines était un jeune homme, beaucoup plus jeune que moi, mais il savait écouter. Je lui ai parlé de mon expérience, des années que j'avais passées à travailler dans le secteur, des responsabilités que j'avais gérées. Je ne lui ai pas parlé de ma vie personnelle, bien sûr. Mais je crois que quelque chose dans ma façon de parler, dans la manière directe et sans fioriture dont je répondais à chaque question, lui a donné l'impression que j'étais quelqu'un qui n'avait plus de temps à perdre à tourner autour du pot. Ils m'ont appelé 3 jours plus tard pour me dire que le poste était à moi. Ce soir-là, Hector a ouvert une bouteille de vin qu'il gardait pour les grandes occasions. Nous avons trinqué dans la petite cuisine de son appartement, sans discours, sans célébrations exagérées. Juste 2 hommes qui avaient assez vécu pour savoir que les vrais départs ne s'accompagnent pas de fanfares. Ils arrivent en silence, presque sans que vous ne vous en rendiez compte, comme l'aube qui ne demande pas la permission d'apparaître. J'ai commencé le travail le lundi suivant. Le premier jour a été exactement ce dont j'avais besoin, et exactement ce que je craignais en même temps. Personne ne me connaissait. Personne ne savait rien de moi, au-delà de ce que disait mon CV. Personne ne m'a regardé avec ce mélange de compassion et de malaise que j'avais commencé à détecter dans les yeux de mes anciens collègues. Ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, avaient découvert ce qui s'était passé, et ne savaient pas comment se comporter avec moi. Ici, j'étais simplement Ézéchiel, le nouveau superviseur. L'homme qui arrivait à l'heure, qui faisait son travail sans se plaindre, et qui prenait son café seul, en silence, pendant la pause du matin. Il y avait quelque chose de libérateur à être un étranger. Toute ma vie d'adulte avait été définie par mes rôles, le mari d'Aurora, le père de Jonathan et Julieta, l'homme responsable, le pourvoyeur, celui qui ne faillissait jamais. Et maintenant, pour la première fois, j'étais simplement moi. Sans passé connu, sans attente héritée, sans le poids d'une identité construite pour les autres. Les premières semaines dans ce nouveau travail ont été intenses, mais bonnes. L'équipe était petite, environ 12 personnes, et il y avait une dynamique que j'ai mis un certain temps à décrypter, mais une fois comprise, elle était gérable. Il y avait les tensions normales de tout environnement de travail. De petits conflits de personnalité, différentes façons de faire les choses, mais rien qui ne puisse être géré avec de la patience, et l'expérience qui vient avec l'âge. Je me suis plongé dans le travail avec une intensité qui a surpris même mes nouveaux collègues. Non pas parce que je voulais impressionner qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de concret pour y canaliser l'énergie qui, autrement, se serait transformée en rumination. En ces pensées circulaires, ces réflexions sombres qui détruisent les hommes de l'intérieur,
lorsqu'ils n'ont nulle part où diriger leurs forces. Le travail a été mon encre pendant ces mois-là. Et en même temps, pour la première fois de ma vie, ce n'était pas seulement du travail. Car Hector m'avait appris une chose avec ses promenades matinales, que je n'avais pas su m'accorder depuis des décennies, la valeur de mon propre temps. J'ai commencé à me promener seul, moi aussi. Pas toujours avec Hector, mais parfois de mon côté, l'après-midi après le travail, le long d'itinéraires que je découvrais sans me presser. J'ai trouvé un parc à 20 minutes de l'entreprise. Il y avait un banc devant un petit lac artificiel, et je m'y suis assis plusieurs après-midi de suite, à ne rien faire d'autre que regarder l'eau, et laisser passer mes pensées sans m'y accrocher. Cela semble trivial. Mais pour un homme qui avait passé 25 ans sans jamais s'arrêter, apprendre à s'asseoir sans culpabilité était presque un acte révolutionnaire. C'est dans ce parc que j'ai rencontré Estefania. Ce ne fut pas une rencontre digne d'un film. Il n'y a pas eu de regards échangés à travers une pièce illuminée, ni de musique de fond. Aucun de ces moments que le cinéma nous a appris à attendre quand quelque chose d'important est sur le point de se produire. C'était beaucoup plus simple que ça. Elle était assise sur le même banc que j'avais l'habitude d'occuper, lisant un livre. Je suis arrivé sans me rendre compte que quelqu'un s'y trouvait déjà. Je me suis excusé. Je cherchais un autre endroit du regard, mais elle a levé les yeux de son livre, et m'a dit qu'il y avait assez de place pour nous deux. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Elle continuait à lire, je continuais à regarder l'eau. Et puis, sans qu'aucun de nous ne l'ait prévu, nous avons commencé à parler. Je ne me souviens pas exactement du sujet de notre première conversation. Je crois que ça a commencé par une chose sans importance. Le temps, le parc, un commentaire banal sur la ville. Mais il y avait quelque chose dans la façon de parler d'Estefania, que je trouvais différente de tout ce que j'avais connu depuis longtemps. Elle était directe, sans être brusque. Elle était curieuse, sans être envahissante. Elle posait des questions avec un intérêt sincère qu'elle n'essayait pas de cacher, mais elle n'exigeait pas non plus de réponse. Et elle avait une façon d'écouter, les yeux fixés sur vous, le corps orienté vers la conversation, qui vous donnait l'impression que ce que vous disiez comptait vraiment. Nous avons discuté pendant près d'une heure ce premier jour. Quand elle s'est levée pour partir, elle m'a donné son nom. Je lui ai donné le mien, et c'est tout. Il n'y a pas eu d'échange de numéros cette première fois. Il n'y a pas eu de geste lourd d'intention. Juste deux personnes qui s'étaient assises sur le même banc, et avaient découvert qu'il était agréable de parler à quelqu'un qui ne vous connaissait pas auparavant. Je suis retourné au parc le lendemain, et le surlendemain, à la même heure, sur le même banc. Je dis la vérité quand j'affirme que je n'y allais pas consciemment pour la chercher, mais je n'aurais pas été contrarié de la trouver non plus. Et le troisième jour, elle était là, à nouveau. Cette deuxième conversation a été plus longue, et la troisième plus longue encore. Petit à petit, sans rien forcer, j'ai appris une partie de son histoire. Estefania avait 44 ans. Elle avait eu son propre chapitre difficile quelques années auparavant. Une longue relation qui s'était terminée d'une manière qui l'avait forcée à réapprendre qui elle était, quand elle avait cessé d'être la moitié de quelqu'un d'autre. Elle savait ce que c'était de se reconstruire. Elle l'avait fait. Et quand, prudemment et sans entrer dans les détails douloureux, je lui ai raconté une partie de ce que j'avais traversé ces derniers mois, elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle m'a regardé avec reconnaissance. C'est ce qui m'a le plus touché. Pas la compassion, la reconnaissance. Car il y a une énorme différence entre quelqu'un qui vous regarde et pense le pauvre, et quelqu'un qui vous regarde et pense j'y suis passé, moi aussi. La pitié vous rabaisse. La reconnaissance fait de vous un égal. Et moi, qui avais passé des mois à me sentir diminué par ce que ma famille m'avait fait, j'avais besoin que quelqu'un me voie comme un égal, bien plus que je ne pourrais l'exprimer avec des mots. Je ne suis pas tombé amoureux d'Estefania du jour au lendemain. Ce n'était pas comme ça. C'était quelque chose de beaucoup plus graduel, de plus honnête. Construit sur de vraies conversations et des silences partagés, plutôt que sur des impulsions ou le besoin de combler un vide. Nous avons commencé à nous voir plus souvent. D'abord dans le parc, puis en prenant un café dans un endroit proche, puis en nous promenant dans différents quartiers de la ville qu'aucun de nous n'avait totalement exploré. Et à un moment donné de ce processus, sans qu'il y ait de moment précis que je puisse pointer sur un calendrier, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais bien. Pas bien dans le sens où tout était résolu, ou que la douleur avait complètement disparu. Mais bien dans le sens le plus simple et le plus puissant du terme.
Bien quand je marchais. Bien quand je parlais. Bien quand je riais de quelque chose qu'elle disait. Bien quand je rentrais chez moi, ce qui n'était plus le canapé d'Hector, mais un petit appartement que j'avais loué il y a quelques semaines. Je repensais à la conversation de la journée, et je souriais, sans que personne ne me regarde. Le genre de bien-être que personne ne peut vous donner, si vous ne l'avez pas d'abord construit de l'intérieur. Et pendant que je construisais cela, pendant que j'apprenais lentement à être une version de moi-même qui n'existait pas pour soutenir quelqu'un, mais simplement pour vivre. De retour dans la maison que j'avais laissée derrière moi, les choses commençaient à bouger, d'une manière que j'ignorais encore. Mais je n'allais pas tarder à le découvrir. J'étais hors de cette maison depuis près de 4 mois quand j'ai reçu le premier message de Julieta. Ce n'était pas un long message. Ce n'était pas des excuses élaborées, ni une explication détaillée de tout ce qui s'était passé. C'était juste quelques lignes pour dire qu'elle voulait savoir comment j'allais, qu'elle pensait à moi, et qu'elle espérait que je me portais bien. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai éteint l'écran, et j'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table. Je n'ai pas répondu ce jour-là, ni le lendemain. Non pas parce que je voulais la punir, ou parce que j'élaborais une stratégie de silence pour la faire se sentir mal. Mais parce que j'avais sincèrement besoin de temps pour décider ce que je ressentais, avant de décider quoi dire. Parce que j'avais appris, au cours de ces 4 mois de solitude et de reconstruction, que réagir rapidement sous le coup de la douleur ne mène presque jamais à rien de bon. Et que parfois, la réponse la plus intelligente est simplement de ne pas répondre, jusqu'à ce que vous puissiez le faire depuis un endroit qui ne soit pas une plaie à vif. Je lui ai répondu 3 jours plus tard, en quelques mots. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'appréciais qu'elle prenne de mes nouvelles, et que lorsqu'elle serait prête à avoir une vraie conversation, je serais disposé à l'écouter. Julieta a mis 2 semaines de plus à m'écrire à nouveau. Cette deuxième fois, c'était différent. Elle m'a écrit un long message. L'un de ceux que l'on sent que la personne a réécrit plusieurs fois avant de l'envoyer, parce que chaque mot est choisi avec soin. Elle me disait qu'elle était désolée. Qu'elle savait que ce qu'elle avait fait, garder ce secret pendant si longtemps, avait été une trahison aussi grande que celle de sa mère, bien que d'une nature différente. Qu'elle n'avait pas d'excuse valable, seulement l'explication qu'elle avait eu peur. Peur de perdre sa mère si elle parlait. Peur de détruire la famille si elle disait la vérité. Peur, au fond, d'affronter une situation qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter. Je l'ai lu lentement, très lentement. Et quelque chose en moi a bougé. Cela ne s'est pas résolu. La douleur n'a pas disparu, mais elle a bougé. Parce que, sous toute la colère que je portais encore envers elle, il y avait quelque chose de plus ancien et de plus profond, l'amour d'un père. Et cet amour ne disparaît pas parce que quelqu'un vous déçoit. Il devient compliqué, il se couvre de couches, mais il ne disparaît pas. Je lui ai répondu avec honnêteté. Je lui ai dit que je l'aimais, que cela n'était pas remis en question. Mais que le mal qu'il m'avait fait, elle y compris, était réel, et qu'il faudrait du temps pour l'assimiler. Que je ne pouvais pas lui promettre que tout redeviendrait comme avant, parce que cet avant avait cessé d'exister. Mais que, si elle voulait construire quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête, j'étais prêt à essayer, petit à petit. C'était la conversation la plus adulte que nous ayons eue depuis des années. Avec Jonathan, c'était différent. Complètement différent. Jonathan ne m'a pas écrit pour s'excuser. Jonathan m'a appelé un mardi après-midi, avec une énergie que j'ai reconnue immédiatement, parce que je l'avais entendue toute sa vie. C'était l'énergie de quelqu'un qui veut quelque chose. Pas quelqu'un qui vient pour donner, mais quelqu'un qui vient pour demander. Et avant même qu'il n'ait prononcé plus de 3 phrases, je savais déjà que cet appel ne visait pas à réparer quoi que ce soit entre nous. Il m'a annoncé qu'Aurora avait pris des décisions concernant la maison, qu'elle avait parlé à des avocats, qu'il y avait des choses en jeu qui affectaient aussi les enfants, et qu'il pensait que je devais le savoir. Entre les lignes, avec cette habileté qu'ont certaines personnes de demander sans dire directement qu'elles demandent, il suggérait que si j'agissais d'une certaine manière dans le processus légal, si je cédais sur certains points, si je ne me battais pas trop, les choses pourraient se résoudre plus pacifiquement pour tout le monde. Pour tout le monde. Il m'a dit cette phrase 2 fois. Je l'ai écouté de bout en bout sans l'interrompre. Et quand il a terminé, je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé s'il m'avait appelé pour s'excuser de ce qu'il m'avait dit ce soir-là dans le salon, ou s'il avait appelé parce qu'il avait besoin de quelque chose de ma part dans cette procédure juridique. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne,
qui a duré assez longtemps pour me donner la réponse sans avoir besoin de mots. Puis il m'a dit que les deux choses n'étaient pas mutuellement exclusives. Je lui ai répondu qu'il avait raison, que les deux pouvaient coexister, mais que j'allais traiter chacune d'elles séparément, et dans le bon ordre. D'abord le personnel, puis le pratique. Et que, s'il voulait parler de l'aspect personnel, vraiment, sans arrière-pensée, j'étais disponible. Mais que si ce qu'il voulait, c'était négocier des termes juridiques en utilisant la relation père-fils comme monnaie d'échange, ça n'allait pas marcher. Que pour ça, il avait un avocat, et que les deux avocats pouvaient se parler. Jonathan a raccroché sans dire au revoir. Je n'étais pas surpris, et ça n'a pas fait aussi mal que je l'aurais cru. Parce qu'il y avait une chose que ces mois m'avaient apprise avec une clarté brutale, quand vous n'avez plus besoin de l'approbation des personnes qui vous ont blessé, vous cessez aussi d'avoir peur d'elles. Et sans cette peur, les conversations difficiles deviennent gérables. Pas faciles, mais gérables. Avec Aurora, il n'y a eu aucun appel direct ni message pendant ces premiers mois. Tout passait par les avocats, ce qui était exactement comme cela devait être. Mais j'avais de ces nouvelles par des voies indirectes. Par des connaissances communes, par des choses que Julieta mentionnait involontairement au cours d'une conversation. Et ce qui me parvenait dressait un tableau qui ne me réjouissait pas particulièrement, car je ne suis pas un homme qui prend plaisir à la souffrance des autres, mais qui confirmait une chose que j'avais commencé à soupçonner dès le début. La relation d'Aurora avec cet autre homme n'allait pas bien. Apparemment, la version de cette personne qu'Aurora avait connue pendant leur romance secrète était bien différente de la version qui était apparue lorsque la relation était devenue officielle et quotidienne. Ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne l'admet. Quand une relation naît dans le secret, dans l'excitation de l'interdit, dans des rencontres volées et des mensonges soutenus, elle a une intensité artificielle qui ne survit pas au contact de la réalité. Aux factures, aux jours ordinaires, aux petits désaccords qui s'accumulent. À l'absence de l'adrénaline qui rendait tout si spécial auparavant. Mais c'était le problème d'Aurora, pas le mien. Mon problème, ou plutôt mon occupation, était tout autre. Car pendant que tout cela se passait, pendant que les avocats échangeaient des documents, que Jonathan gérait sa propre fierté blessée, et que Julieta essayait de reconstruire quelque chose avec moi dans l'honnêteté, je construisais une chose que je n'avais jamais eue de toute ma vie d'adulte. Je construisais une vie qui était à moi. L'appartement que j'avais loué était petit. Beaucoup plus petit qu'une maison. Une chambre, un salon qui servait aussi de salle à manger, une cuisine étroite, et une salle de bain avec la douche trop près du lavabo. Ce n'était pas ce que j'avais possédé, mais c'était à moi, seulement à moi. Et j'ai commencé à y mettre des choses avec une lenteur délibérée, sans précipitation. Choisissant chaque objet non pas parce qu'il remplissait un espace, mais parce qu'il me plaisait. Une bonne cafetière, une de celles qui font du vrai café. Une plante qu'Estéphania m'avait offerte un après-midi, en disant que chaque endroit a besoin de quelque chose de vivant. Quelques livres que j'avais envie de lire depuis des années, sans jamais en avoir le temps. Une lampe à lumière chaude, qui rendait les nuits douces au lieu d'être vides. De petites choses, mais complètement à moi. Et Estéphania était toujours là. Non pas d'une manière qui envahissait ce nouvel espace que je construisais, mais d'une manière qui le complétait. Elle comprenait, parce qu'elle l'avait vécu aussi, que se reconstruire nécessite d'avoir son propre territoire. Que l'amour qui naît après la blessure a besoin d'air, pas de mur. Et nous nous sommes rapprochés grâce à cette conscience partagée, sans hâte, sans le besoin de tout définir avant de le vivre. Il y a eu une nuit où nous sommes sortis dîner, juste tous les deux, dans un restaurant où aucun de nous n'était jamais allé. Ce n'était pas un endroit cher. C'était l'un de ces petits restos avec des tables en bois, un éclairage tamisé, et un menu qui change en fonction des produits frais du jour. Nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien. Des choses que nous avions apprises de nos vies brisées, de ce que nous voulions pour les années à venir, des peurs que nous portions encore et que nous ne faisions plus semblant de ne pas avoir. Et à un moment donné cette nuit-là, alors qu'elle parlait d'une chose dont je ne me souviens pas exactement, j'ai réalisé que j'étais complètement présent. Je ne pensais pas au travail, je ne calculais pas les tâches en attente, je ne portais le poids d'aucune culpabilité ni d'aucune obligation. J'étais juste là, à cette table, à écouter cette femme qui me faisait sentir qu'exister était autre chose que de produire et de soutenir. C'était ce qu'Aurora n'avait jamais su me donner. Non pas parce qu'elle était une mauvaise personne, mais parce que je n'avais pas su le demander non plus. Parce qu'aucun de nous n'avait su construire cela entre nous avant qu'il ne soit trop tard. Mais avec Estéphania, c'était différent, et je le savais. Je le savais avec une certitude tranquille,
sans urgence ni euphorie, ce qui était exactement le genre de certitude en laquelle on peut avoir confiance. Ce que je ne savais pas encore, c'est que les choses dans la maison que j'avais laissées derrière moi étaient sur le point de se compliquer bien davantage, et que très bientôt, les personnes qui m'avaient abandonné allaient réapparaître à ma porte. Mais cette fois, je n'étais plus le même homme qu'ils avaient connu. C'est un jeudi matin que j'ai reçu cet appel inattendu. Ce n'était pas Julieta. Ce n'était pas Jonathan. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré. Mais je l'ai reconnu immédiatement lorsque la voix a parlé à l'autre bout. C'était Aurora. Directement, sans avocat au milieu, sans intermédiaire. Juste elle, avec une voix qui semblait différente de celle dont je me souvenais. Plus douce, plus petite, comme si on lui avait enlevé quelque chose qui, autrefois, la faisait paraître si sûre d'elle. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler, que ce n'était pas à propos de la procédure légale, que c'était quelque chose de personnel. Je lui ai dit qu'elle avait 5 minutes, et que je l'écoutais. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne commence à parler. Et quand elle l'a fait, ce qu'elle m'a dit n'était pas ce à quoi je me serais attendu, dans aucun des scénarios que j'avais imaginés au cours de ces mois. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur. Dans ces mots exacts. Qu'elle avait fait une erreur et qu'elle le savait. Que la relation avec cet autre homme s'était révélée être complètement différente de ce qu'elle avait cru. Qu'elle avait réalisé qu'elle avait détruit une vraie vie pour quelque chose qui s'était avéré n'être qu'une illusion. Et que, même si elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne ou que les choses redeviennent comme avant, elle avait besoin de me le dire. Je l'ai écoutée jusqu'au bout sans l'interrompre. Et quand elle a fini, j'ai répondu avec le même calme froid que j'avais appris à utiliser dans les moments qui exigeaient de la clarté plutôt que de l'émotion. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle me le dise, qu'il était courageux d'admettre une erreur de cette ampleur, mais que ses regrets, bien que je les reçoive avec respect, ne changeaient rien à ce qui s'était passé, ni aux décisions que j'avais prises depuis lors. Que ma vie avait avancé. Que j'étais passé à autre chose, et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir à ce que nous avions été. Non pas parce que je le disais avec colère, mais parce que ce chemin, tout simplement, n'existait plus. Aurora n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Puis, elle m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie. Je n'avais aucune obligation de répondre à cela. Ni légalement, ni moralement, dans aucun sens je n'avais à lui donner cette information. Mais j'ai répondu oui, que j'avais rencontré quelqu'un, que j'étais heureux, et que ce bonheur n'était pas une réponse à ce qu'elle m'avait fait, mais le résultat d'avoir choisi de construire quelque chose de nouveau, au lieu de rester détruit parmi les décombres de l'ancien. Une autre longue pause, puis Aurora a raccroché. Je n'ai pas eu de ces nouvelles directement pendant plusieurs semaines après cet appel, mais les échos ont continué d'arriver par les voies indirectes habituelles. Et ce qui m'est parvenu a confirmé que sa situation s'était aggravée, d'une manière que je ne lui aurais jamais consciemment souhaité, mais dont je ne pouvais pas non plus feindre d'être surpris. L'homme pour qui Aurora avait détruit notre mariage s'est avéré être exactement le genre de personne qui est charmante quand elle n'a pas de responsabilité, et complètement différente quand elle en a. Lorsque la nouveauté de la romance secrète s'est dissipée et que la relation est devenue banale. Des traits de caractère ont commencé à apparaître, que le déguisement d'un amant passionné avait caché pendant des mois. Il était irresponsable avec l'argent. Il était émotionnellement instable. Il avait une façon de traiter les gens sous pression qui n'avait rien à voir avec l'homme qu'Aurora pensait connaître. Et Aurora, qui avait quitté une vie de 25 ans de stabilité financière pour cette relation, a commencé à faire face à des conséquences pratiques qui ont frappé fort. La maison était toujours en procédure judiciaire, et les dépenses quotidiennes pesaient sur elle d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Car, pendant 25 ans, c'était moi qui avais tout pris en charge, et elle n'avait jamais eu à se soucier des détails financiers que je gérais en silence. Maintenant, ces détails étaient sous sa responsabilité, et sans le filet de sécurité que j'avais représenté pendant des décennies, la réalité semblait bien différente. Ce n'est pas par elle que je l'ai su. C'est Julieta qui me l'a appris. Lors d'une de nos conversations, sans vouloir être une messagère, mais incapable de cacher l'inquiétude qu'elle ressentait pour sa mère, elle m'a confié que les choses n'allaient pas bien à la maison. Que Aurora était stressée, que l'ambiance était tendue, et que Julieta elle-même avait pensé à déménager, car la situation était devenue difficile à supporter. Je lui ai répondu que si elle avait besoin de quoi que ce soit, que si elle, personnellement, avait besoin de soutien, j'étais disponible. Mais que les problèmes d'Aurora étaient les problèmes d'Aurora. Que je ne pouvais pas, et ne voulais pas, être la solution aux conséquences de la décision qu'elle avait elle-même prise. Julieta a compris, et à ce moment-là,
j'ai remarqué quelque chose qui m'a ému plus que je ne l'aurais cru, ma fille avait mûri. La conversation que nous avions n'était pas celle d'une fille qui prend le parti de sa mère et parle au père en son nom. C'était la conversation d'une jeune femme qui apprenait à séparer les liens, à aimer les deux personnes sans demander à l'une de résoudre les problèmes de l'autre. Elle avait grandi au cours de ces mois, et moi, malgré toute la douleur, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Avec Jonathan, la situation était plus compliquée. Jonathan avait pris parti de manière si définitive ce soir-là dans le salon, que le chemin du retour était plus long et plus difficile que celui de Julieta. Non pas parce que je le lui rendais plus difficile, mais parce que lui-même semblait ne pas savoir comment l'emprunter. Chaque fois qu'il y avait un contact, que ce soit pour la procédure légale ou pour une affaire précise, Jonathan adoptait cette attitude de quelqu'un qui sait qu'il a fait une erreur, mais qui n'a pas encore trouvé le moyen de l'avouer, sans que cela ne coûte trop cher à sa fierté. Je le connaissais bien. C'était un trait de caractère qui remontait à loin. Jonathan avait toujours eu du mal à admettre ses torts, depuis qu'il était enfant. Pas par méchanceté, mais à cause d'une sorte de rigidité interne qui lui faisait interpréter toute reconnaissance d'échec comme une défaite personnelle. J'y avais contribué sans le savoir, par mon propre exemple, celui d'un homme qui résout tout en silence, et ne montre jamais de vulnérabilité. Je lui avais involontairement appris que les hommes ne plient pas, et maintenant, il ne savait pas comment plier, même s'il le voulait. Ce n'était pas sur ma liste de priorités de résoudre cela pour lui. J'avais mes propres choses auxquelles penser. Et ces jours-là, l'une des plus importantes était une conversation que j'avais eue avec Estefania, qui avait changé quelque chose dans ma façon de voir l'avenir. Nous étions dans le parc, sur notre banc, lors d'une de ces après-midi où le ciel a cette couleur si particulière, quand le jour n'a pas encore décidé s'il s'achèvera dans la pluie ou le calme. Et Estefania m'a demandé une chose que l'on ne m'avait pas demandé depuis longtemps. Elle m'a demandé ce que je voulais. Pas ce dont j'avais besoin, pas ce qu'il était responsable de faire, mais ce que je voulais pour moi, pour les années à venir. Je suis resté silencieux un long moment. Et j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse toute prête. Que pendant 25 ans, j'avais toujours répondu à cette question en fonction des autres. Je voulais que mes enfants fassent des études. Je voulais qu'Aurora soit à l'aise. Je voulais que la maison soit payée, que les dettes soient à jour, que la famille ait de la stabilité. Tout ce que j'avais voulu l'avait été par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à moi. Qu'est-ce que je voulais pour moi? Je ne savais pas et Estefania ne m'a pas mis la pression. Elle est juste restée là, en silence, avec cette façon bien à elle de laisser de l'espace sans abandonner. Et je suis resté plusieurs minutes sans rien dire, à regarder l'eau immobile du lac artificiel, laissant la question faire son chemin en moi. Quand j'ai enfin parlé, ce qui est sorti n'était pas une liste ordonnée d'objectifs. C'était quelque chose de plus simple et de plus honnête que cela. Je lui ai dit que je voulais me réveiller chaque matin sans avoir l'impression que la journée était un fardeau. Que je voulais travailler sur quelque chose qui m'importait, sans que le travail ne me consume tout entier. Que je voulais avoir près de moi des gens qui étaient là parce qu'ils le voulaient, et non parce qu'ils avaient besoin de moi. Que je voulais rire davantage. Que je voulais continuer à me promener dans des endroits que je ne connaissais pas. Que je voulais, à un moment donné, avoir le sentiment de vivre ma vie, au lieu de me contenter de la gérer. Estefania m'a écouté, puis elle a dit une chose qui m'est restée en mémoire, avec une précision qui me surprend encore aujourd'hui. Elle m'a dit que tout ce que je venais de décrire était tout à fait possible. Que ce n'était pas un rêve impossible, ou le fantasme de quelqu'un qui refuse de voir la réalité. C'était simplement une vie, une vraie vie, construite avec des choix conscients. Et que la seule différence entre la personne qui en rêve et la personne qui la vit, c'est que la seconde décide de commencer, avant même de se sentir prête. Décider avant de se sentir prêt. Cette phrase s'est installée en moi comme ces choses qui arrivent au moment exact où vous en avez besoin. Pas avec du bruit, mais avec des racines. Et j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais perdu cette nuit-là, quand j'étais parti avec une valise, n'était pas ma vie. C'était une version de ma vie qui ne me correspondait plus. Une version bâtie sur des sacrifices non reconnus, sur un amour non partagé de la manière dont j'en avais besoin, sur une identité qui existait pour les autres, et non pour moi. Ce que j'avais maintenant, même si c'était plus petit, était incomparablement plus à moi. Et j'ai découvert que cela valait plus que n'importe quelle maison, que n'importe quelle stabilité apparente, que n'importe quelle version de la vie qui ne tient que parce que personne n'a eu le courage de dire la vérité. J'avais eu ce courage. Bien que je ne l'ai pas choisi, bien qu'il m'ait été imposé. Et maintenant,
debout dans ce nouvel espace, avec Estefania à mes côtés, Hector à l'horizon, et Julieta qui essayait de construire quelque chose d'honnête avec moi. Je ressentais une chose que je n'avais pas reconnue en moi depuis des mois. Je sentais que l'avenir existait. Mais ce qui allait se passer allait tester tout ce que j'avais construit. Parce que certaines personnes, lorsqu'elles perdent ce qu'elles avaient, n'apprennent pas, elles cherchent juste à récupérer ce qu'elles ont perdu. Et ils étaient sur le point de le chercher en moi. C'est un samedi matin que Jonathan s'est présenté à la porte de mon appartement. Il ne s'était pas annoncé. Il n'avait pas envoyé de message avant. Il n'avait pas appelé pour demander s'il pouvait venir. Il est simplement apparu, avec sa façon bien à lui de se mouvoir dans le monde, comme si l'espace des autres était une extension naturelle du sien. Je l'ai vu par le Judas avant d'ouvrir, et j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas exactement de la surprise, mais plutôt la confirmation d'une chose que j'attendais, sans savoir quand elle arriverait. J'ai ouvert la porte. Il m'a regardé pendant une seconde avant de parler, comme s'il évaluait quelque chose. Comme si la façon dont j'ouvrais cette porte allait lui en dire plus que n'importe quel mot. Et ce qu'il a vu n'était pas ce à quoi il s'attendait. J'en suis sûr. Car l'homme qui se tenait devant lui n'était pas celui qui avait quitté une maison familiale, les épaules lourdes et la vie en morceaux. C'était un homme reposé, un homme qui avait bien dormi, un homme qui avait du café fraîchement préparé dans la cuisine, et des projets pour l'après-midi qui n'incluaient personne lui demandant quoi que ce soit. Je l'ai fait entrer. Il s'est assis dans le salon, et a regardé autour de lui avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à cacher. Je crois qu'il s'attendait à trouver quelque chose de différent, quelque chose de plus triste, de plus précaire, de plus conforme à l'image d'un homme brisé que son imagination avait probablement construite au cours de ces mois. Au lieu de cela, il a trouvé un appartement petit mais bien rangé, avec une plante à la fenêtre, des livres sur l'étagère, une lampe à lumière chaude, et cette odeur de café qui emplissait l'air d'une manière qui donnait l'impression que quelqu'un vivait vraiment là. Pas survivre, vivre. Je lui ai servi un café sans lui demander s'il en voulait, parce que c'était le matin, que c'était la chose à faire, et parce que je voulais lui donner quelque chose entre les mains, pour que le silence initial ne soit pas trop pesant. Il l'a pris, l'a tenu à deux mains, et est resté silencieux un long moment, fixant la tasse. Il a fini par parler. Il m'a dit que les choses étaient difficiles. Il ne l'a pas dit avec ces mots exacts. Jonathan n'était jamais aussi direct quand il parlait de quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Mais avec des phrases alambiquées et incomplètes, que je reconstituais au fur et à mesure que je l'écoutais. La situation financière à la maison avait beaucoup changé depuis mon départ. Les dépenses que j'avais couvertes pendant des années étaient maintenant un fardeau que personne ne gérait bien. Aurora était stressée, et cela créait une tension constante. La relation avec l'autre homme s'était détériorée au point qu'il n'était presque plus à la maison, ce qui signifiait que les dépenses retombaient entièrement sur Aurora. Et Jonathan, qui avait continué à vivre dans la maison familiale parce que c'était confortable et économique, commençait à sentir que ce confort touchait à sa fin. J'ai tout écouté, et en l'écoutant, j'ai remarqué quelque chose qui a produit en moi un étrange mélange de tristesse et de clarté. Jonathan n'était pas venu s'excuser. Il était venu voir si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, être une solution au problème que sa propre loyauté mal placée avait contribué à créer. Il ne l'a pas dit avec ces mots. Il ne le pensait probablement même pas avec cette clarté, mais c'était là, dans sa façon d'éluder le vrai problème. Dans sa façon de décrire la situation, toujours de l'extérieur, comme s'il s'agissait du problème de quelqu'un d'autre, et non d'une situation dans laquelle il avait joué un rôle actif. Quand il a fini de parler, j'ai fait une longue pause avant de répondre. Je lui ai dit que je l'avais entendu, que je comprenais que la situation était difficile. Et puis, je lui ai posé la même question que je lui avais posée des mois auparavant lors de cet appel téléphonique. Mais cette fois-ci, en personne, en le regardant dans les yeux. Je lui ai demandé s'il était venu pour parler de nous, de ce qui s'était passé entre nous en tant que père et fils, ou s'il était venu parce qu'il avait besoin de quelque chose de pratique de ma part. Jonathan a baissé les yeux, et cela m'a tout dit. Je ne me suis pas mis en colère. Sérieusement, je ne me suis pas mis en colère. Parce que j'avais atteint un point, au cours de ces mois, où la colère envers les personnes qui m'avaient fait défaut s'était transformée en quelque chose de différent. Pas de l'indifférence, exactement. Car une indifférence totale envers ses enfants n'est pas une chose que l'on peut, ou que l'on doit, atteindre. Mais une sorte de lucidité compatissante. Je pouvais les voir clairement, voir leurs limites, voir les mécanismes qu'ils utilisaient pour éviter d'avoir à se faire face à eux-mêmes.
Et en même temps, je continuais à les aimer, sans laisser cet amour me transformer en leur filet de sécurité. Surtout lorsque leurs propres décisions les menaient dans une situation inconfortable. J'ai dit à Jonathan une chose à laquelle je pensais depuis longtemps, et qu'à ce moment-là, j'ai estimé être le bon moment de prononcer. Je lui ai dit que je l'aimais, qu'il était mon fils, et que ça ne changeait pas. Mais que le type de relation que nous avions avant, où c'était moi qui soutenais tout, et lui qui recevait sans trop se poser de questions, cette relation-là était terminée. Non pas comme une punition, mais parce que ce n'était plus possible, ni sain pour aucun de nous deux. Que s'il voulait construire quelque chose de nouveau avec moi, quelque chose de vrai et d'honnête, j'étais partant. Mais qu'il lui faudrait commencer par me dire la vérité. Pas sur la situation financière, mais sur ce qui s'était passé cette nuit-là dans le salon, et sur ce qu'il ressentait à ce sujet. Jonathan a serré la tasse de café. Il y a eu un silence qui a duré presque une minute entière. Un silence dense, plein de non-dits, de fierté luttant contre quelque chose de plus profond que la fierté. Et puis, d'une voix qui semblait différente de toutes celles que je lui avais entendues lors de cette visite. Plus basse, plus vraie. Il m'a dit qu'il savait qu'il avait eu tort. Que ce soir-là, il avait pris parti sans réfléchir à ce que cela signifiait vraiment. Qu'il avait cru que soutenir sa mère était la bonne chose à faire. Et que ce n'est que plus tard, avec le temps et la distance, qu'il avait commencé à voir le tableau dans son ensemble. Que c'était dur pour lui de l'admettre. Parce que l'admettre signifiait accepter qu'il avait blessé son père, et que c'était une chose avec laquelle il ne savait pas comment vivre. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Il n'y avait pas tous les éléments que l'on attendrait d'excuses complètes, mais elles étaient vraies. Et la réalité, même incomplète, vaut mieux qu'une perfection fabriquée. Je lui ai dit que je l'entendais, que je l'acceptais, et que c'était un début. Je ne lui ai pas proposé de solution financière. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien, ou qu'il pouvait compter sur moi pour résoudre les problèmes à la maison. Parce que cela aurait été un retour à l'ancien schéma. Le schéma dans lequel je résous les problèmes, et les autres reçoivent, sans conséquence. Ce schéma s'était terminé la nuit où j'avais fermé la porte, sans regarder en arrière. Jonathan est parti 1 heure plus tard. Sans les réponses pratiques qu'il s'attendait probablement à trouver, mais avec quelque chose qui valait peut-être plus, même s'il ne pouvait pas le voir ainsi sur le moment. Avec la vérité de son père, avec des limites claires qui venaient de l'amour et non du ressentiment, et avec la certitude que j'étais toujours là. Mais différent, plus honnête, plus ferme, plus entier. J'ai fermé la porte après son départ, et je suis resté un moment dans le salon, en silence. Ensuite, je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un autre café, et j'ai appelé Estefania. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a écouté, comme toujours, sans m'interrompre, sans me juger, sans me donner plus de conseils que ce que je lui avais demandé. Et quand j'ai eu fini, elle m'a demandé comment je me sentais. Pas comment j'allais, mais comment je me sentais. Cette distinction, minime pour certains, était pour moi énorme. Parce que toute ma vie, les gens m'avaient demandé comment j'allais, et j'avais toujours répondu bien, même si ce n'était pas vrai. Personne ne m'avait demandé comment je me sentais, avec la réelle attente de recevoir une réponse honnête. Je lui ai dit que je me sentais calme. Que c'était étrange de dire cela après une conversation si chargée avec mon fils, mais que c'était vrai. Que je me sentais calme parce que j'avais répondu depuis un endroit qui était vraiment le mien. Non pas par peur, ni par culpabilité, ni par besoin qu'il m'approuve ou qu'il m'aime d'une certaine façon. J'avais parlé en tant que l'homme que je voulais être, et j'ai découvert que cela procure une paix qu'aucune approbation extérieure ne peut vous donner. Estefania a souri à l'autre bout du fil. Je le savais, même si je ne pouvais pas la voir. Il y a des gens dont on peut entendre le sourire. Elle m'a dit qu'elle avait aussi quelque chose à m'annoncer. Qu'elle avait parlé avec son patron cette semaine-là d'un nouveau projet auquel il voulait qu'elle participe. Quelque chose de plus grand que ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, avec plus de responsabilités, mais aussi plus de liberté créative. Et qu'en réfléchissant à l'accepter ou non, elle avait pensé à moi. Pas parce qu'elle avait besoin de ma permission ou de mon avis, mais parce qu'elle avait repensé à ce que j'avais dit ce soir-là au restaurant, sur le fait de vouloir vivre la vie au lieu de la gérer. Et elle avait décidé que oui, elle allait accepter. J'étais heureux pour elle, d'une joie complètement propre, sans envie, sans crainte que sa croissance ne signifie qu'elle s'éloignerait. Juste de la joie pure, pour quelqu'un qui choisissait de s'épanouir au lieu de rétrécir. C'était nouveau pour moi aussi.
Vouloir le bien de quelqu'un de façon inconditionnelle. Sans calculer ce que j'y gagnais, sans la peur secrète que si l'autre s'épanouissait, je serais relégué au second plan. Cette peur avait été en moi pendant des années, sans que je ne la reconnaisse. Et maintenant, elle avait disparu. Nous avons convenu de nous voir l'après-midi même. J'ai raccroché le téléphone, fini mon café, et regardé par la fenêtre de mon petit appartement vers la rue en bas. C'était une matinée ordinaire. Des gens qui marchaient, un chien qui tirait sur sa laisse, un enfant sur un vélo avec des petites roues, qui vacillait encore, mais ne tombait pas. Et j'ai pensé que c'était exactement ça. Encore vacillant par moments, mais sans tomber. Aller de l'avant. 3 mois supplémentaires ont passé avant que la situation n'atteigne le point dont je savais, au fond de moi, qu'elle l'atteindrait. Ce ne fut pas une surprise. Ce fut plutôt la confirmation d'une chose que j'avais vue venir de loin. Avec cette clarté que vous développez quand vous n'êtes plus le centre du chaos, et que vous commencez à l'observer de l'extérieur. Quand vous arrêtez d'être celui qui éteint les incendies, vous commencez à voir beaucoup plus clairement comment ils se déclarent. Et ce qui se préparait dans la maison que j'avais laissée derrière moi n'était pas un petit feu. C'était quelque chose qui accumulait du combustible depuis des mois, et qui a finalement trouvé l'étincelle dont il avait besoin pour s'enflammer complètement. C'est d'abord par Julieta que je l'ai su. Elle m'a appelé un mercredi soir, avec une voix que j'ai immédiatement reconnue comme celle de quelqu'un qui a retenu quelque chose pendant trop longtemps, et qui n'y arrive plus. Elle m'a dit qu'elle avait quitté la maison, qu'elle avait pris ses affaires et était allée vivre chez une amie, le temps de trouver quelque chose de plus stable. Que la situation avec sa mère avait atteint un point qu'elle ne pouvait plus supporter émotionnellement. Que Aurora et l'autre homme avaient rompu pour de bon. Qu'il était parti en emportant des choses qui ne lui appartenaient pas, qu'il avait laissé des dettes qu'Aurora ne savait pas comment gérer, et que l'ambiance dans la maison était un mélange d'angoisse, de colère contenue, et de silence pesant. Cela rendait la vie impossible là-bas, sans aucune forme de paix. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Je lui ai demandé comment elle allait, elle. Pas la situation, elle, Julieta. Elle est restée silencieuse un instant avant de répondre, puis elle a dit une chose qui m'a touché au plus profond de moi-même. Elle m'a dit qu'elle apprenait. Qu'elle avait fait de graves erreurs, qu'elle savait qu'elle m'avait fait défaut, et qu'elle en portait encore le poids. Mais qu'elle apprenait aussi à ne pas répéter les mêmes schémas. Que le fait de voir ce qui était arrivé à sa mère, de voir comment une décision prise sous le coup de l'émotion, sans penser aux conséquences, pouvait détruire une vie. Tout cela lui avait appris une leçon qu'aucun cours ni aucun livre n'aurait pu lui enseigner. Cela lui avait appris que les actes ont un poids réel, et que ce poids ne disparaît pas parce que vous décidez de l'ignorer. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle pour avoir dit cela, et je le pensais. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'une aide financière pour le premier mois dans son nouveau logement. Non pas parce que c'était mon obligation, ni parce que je voulais acheter son affection, mais parce qu'elle était ma fille, qu'elle commençait quelque chose de difficile, et que j'avais la possibilité de l'aider sans que cela ne me coûte plus que ce que je pouvais donner. Elle a hésité avant d'accepter. Cette hésitation m'en disait plus sur sa croissance que n'importe quel mot. La Julieta d'avant n'aurait pas hésité. Elle aurait accepté naturellement, comme si c'était un dû. Cette Julieta hésitait parce qu'elle comprenait que recevoir a aussi un poids. Elle a fini par accepter. Je lui ai viré 500 € le soir même. Sans condition, sans discours. Juste l'argent, et un court message disant que c'était un début, et qu'elle pouvait compter sur moi pour tout ce dont elle aurait besoin, dans la limite du raisonnable. Avec Jonathan, la situation s'est déroulée différemment. Contrairement à Julieta, Jonathan n'a pas quitté la maison immédiatement. Il est resté plus longtemps. Je pense parce qu'au fond, il espérait que quelque chose changerait, que la situation se stabiliserait d'elle-même, que quelqu'un apparaîtrait pour résoudre ce que personne ne voulait résoudre. Mais quand il est devenu clair que cela n'allait pas arriver, qu'Aurora était dépassée, et que la maison que j'avais payée pendant 25 ans était maintenant un territoire de tension constante, Jonathan a lui aussi commencé à chercher une porte de sortie. La différence, c'est que Jonathan a cherché sa porte de sortie à travers moi. Il m'a appelé un après-midi, et cette fois, c'était différent de la visite du samedi des mois auparavant. Cette fois, il n'y avait pas de longues phrases alambiquées ou incomplètes. Il m'a demandé directement s'il pouvait rester dans mon appartement pendant qu'il cherchait son propre logement. Il m'a assuré que ce serait temporaire, qu'il avait déjà quelques options qu'il explorait, mais qu'il avait besoin de quelques semaines pour s'organiser. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre, et j'ai dit non. Pas cruellement,
pas en claquant la porte sous le coup de l'émotion. Mais avec cette même clarté tranquille que je développais au fil des mois, comme s'il s'agissait d'un muscle qui se renforce avec l'usage. Je lui ai dit que je l'aimais, et que ça ne changeait pas. Mais que mon appartement était mon espace, le seul espace complètement à moi que j'avais eu depuis des décennies, et que je n'étais pas disposé à y renoncer. Même partiellement, ou temporairement. Car les choses temporaires deviennent souvent permanentes quand personne ne fixe une limite claire dès le début. Je lui ai dit que je pouvais l'aider d'une autre manière. Que je pouvais le guider dans sa recherche d'un appartement à louer, que je pouvais l'aider à revoir les contrats s'il avait besoin d'un second avis. Et que, s'il y avait une urgence réelle et spécifique, je pouvais envisager un petit soutien financier pour le dépôt initial. Mais que vivre ensemble n'était pas une option. Jonathan est resté silencieux un moment, puis il m'a demandé pourquoi, d'une voix qui trahissait une once d'incompréhension sincère. Comme s'il n'arrivait pas à comprendre que son père puisse lui dire non. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que pendant 25 ans, j'avais organisé toute ma vie autour des besoins des autres. Que cela n'avait pas été forcé. Que je l'avais choisi parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire, et parce que personne ne m'avait appris une autre façon de montrer de l'amour. Mais que le résultat de cette façon de vivre avait été que je m'étais perdu dans le processus. Que j'étais arrivé à l'âge de 49 ans sans savoir ce que je voulais pour moi-même, sans mon propre espace, sans une identité qui existait indépendamment de ce que je produisais et soutenais pour les autres. Et que maintenant que j'avais cet espace, ce petit appartement avec sa plante, ses livres, et sa lampe à lumière chaude, je n'allais pas l'abandonner. Pour personne. C'était la conversation la plus honnête que Jonathan et moi avions jamais eue de toute sa vie d'adulte. Quand j'ai raccroché, je me suis assis sur le canapé pendant un long moment pour tout assimiler. Et j'ai réalisé que dire non, le dire clairement et sans culpabilité, était une compétence que j'avais mis près de 50 ans à développer. Et que maintenant que je l'avais, je n'allais pas la laisser s'échapper. La même semaine, j'ai eu une autre conversation importante. Cette fois avec Hector. Nous nous sommes retrouvés pour dîner, ce que nous avions commencé à faire toutes les 2 semaines. C'était devenu une routine qu'aucun de nous n'avait consciemment planifiée, mais qui s'était installée d'elle-même. Hector était comme ça. Les bonnes choses avec Hector s'installaient toujours d'elles-mêmes, sans drame, sans avoir besoin d'être nommées pour exister. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec Jonathan et Julieta. Il a écouté avec cette attention concentrée qui est la sienne, qui ne se laisse pas distraire, et qui n'interrompt pas. Et quand j'ai fini, il a dit une chose qui m'a fait rire d'une façon dont je n'avais pas ri depuis longtemps. L'un de ces rires qui viennent du fait de reconnaître une vérité inconfortable que l'on connaissait déjà, mais qu'il fallait entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Il m'a dit que j'étais passé de l'arbre que tout le monde utilisait pour avoir de l'ombre à un arbre qui avait enfin appris à pousser vers le haut au lieu de simplement s'étendre vers l'extérieur. Et que ceux qui avaient l'habitude de s'asseoir à mon ombre devaient maintenant apprendre à trouver leur propre soleil. Je ne sais pas si c'était une métaphore parfaite, mais c'était la vérité. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai trouvé un message d'Estefania, me demandant si je voulais l'accompagner le lendemain pour voir un marché d'antiquités, qui s'était installé dans un parc de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas un programme extraordinaire. C'était un samedi matin parmi des stands de vieilles choses, avec un café dans un gobelet en carton, et des conversations sans destination précise. J'ai répondu oui immédiatement. Et pendant que je me préparais à dormir, en éteignant la lampe à lumière chaude et en écoutant le silence paisible de mon appartement, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en moins d'1 an. J'avais quitté la maison avec une valise et un cœur brisé. J'avais dormi sur le canapé d'un ami. J'avais pleuré seul dans le noir. J'avais appris à marcher sans but, à m'asseoir sans culpabilité, et à dire non sans m'en excuser. J'avais rencontré une femme qui me demandait comment je me sentais, et qui attendait vraiment une réponse. J'avais retrouvé ma fille. Pas la version idéalisée que la douleur avait stockée dans ma mémoire, mais la version réelle, imparfaite et grandissante, qui avait bien plus de valeur que n'importe quelle idéalisation. J'avais commencé à reconstruire quelque chose avec mon fils, lentement, sans garantie, mais depuis un endroit honnête. Et j'avais appris, peut-être, la chose la plus difficile de toutes. Que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. Que prendre soin de soi n'est pas abandonner les autres. Que fixer des limites n'est pas de la froideur. C'est la seule façon de rester quelqu'un de capable de donner, sans se vider de sa substance. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il y avait un dernier chapitre que je n'avais pas anticipé.
Un chapitre qui viendrait de la direction la moins attendue, et qui mettrait tout ce que j'avais construit à l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à affronter, depuis cet après-midi où j'avais ouvert la porte de ma maison pour les trouver tous les trois, assis en silence, à m'attendre. Mais cette fois, j'étais prêt. Aurora m'a appelé un dimanche matin. Ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait depuis cet appel, des mois auparavant, où elle m'avait dit qu'elle avait fait une erreur. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton cette fois-ci. Quelque chose qui n'était ni la petite voix contenue de ce premier appel, ni la voix tendue et calculée que j'avais connue pendant 25 ans. C'était une voix qui résonnait, pour la première fois depuis longtemps, complètement dépouillée de toute stratégie. Comme quelqu'un qui a épuisé tous les masques, et qui appelle d'un endroit où il n'a plus l'énergie de continuer à faire semblant. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me voir. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu qu'il y avait des choses qu'elle devait me dire en personne. Que ça ne concernait pas la procédure légale, qui était presque réglée entre les avocats, mais que c'était quelque chose de personnel. Qu'elle me le devait, et qu'elle se le devait à elle-même, aussi. Je suis resté silencieux un moment avant de répondre. Une part de moi, la part qui avait appris à se protéger au cours de ces mois, voulait dire non. Que nous avions déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, que le chapitre était clos, et que le rouvrir ne nous apporterait rien de bon à aucun de nous deux. Mais il y avait une autre part, plus profonde et plus ancienne, qui comprenait que certaines conversations doivent avoir lieu, même si elles ne changent rien sur le plan pratique. Qu'il y a des mots que les gens ont besoin de dire et d'entendre, pour pouvoir véritablement tourner la page. Pas pour revenir en arrière, mais pour lâcher prise. J'ai dit oui. Que nous pouvions nous retrouver dans un lieu public et neutre, sans la charge émotionnelle d'un espace appartenant à l'un de nous. Nous nous sommes mis d'accord sur un café près du centre. Un endroit qu'aucun de nous n'avait fréquenté auparavant. Un no man's land où les conversations difficiles pouvaient se dérouler sans le poids des souvenirs collés au mur. Je suis arrivé le premier. Je me suis assis à une table près de la fenêtre, et j'ai commandé un café noir en attendant. J'ai regardé la rue pendant quelques minutes, et j'ai remarqué que j'étais calme. Pas anxieux, pas rempli d'une colère anticipée, ou d'une tristesse préparée. Calme. Et il m'a semblé extraordinaire, dans le sens le plus littéral du terme, que je puisse m'asseoir, attendre la femme qui avait détruit mon mariage, et me sentir simplement calme. Aurora est arrivée à l'heure. Je l'ai vue entrer depuis la fenêtre, avant qu'elle ne me voie. Et ce que j'ai vu m'a arrêté une seconde. Non pas parce que cela produisait ce que cela aurait produit avant. Il n'y avait aucune trace de cet ancien amour, ou de cette colère récente. Mais parce que j'ai vu une personne qui avait vieilli, d'une manière qui n'avait rien à voir avec les années, mais avec le poids. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle portait ses épaules, dans la ligne de sa mâchoire, dans la manière dont elle cherchait des yeux parmi les tables, qui disait que cette femme avait vécu une épreuve difficile, et qu'elle la portait encore. Elle m'a vu, a marché jusqu'à la table, et s'est assise. Nous nous sommes regardés un moment sans rien dire. Puis elle a parlé. Ce qu'elle m'a dit au cours des 40 minutes qui ont suivi, je ne vais pas le reproduire mot pour mot, car certaines conversations n'appartiennent qu'aux personnes qui les ont eues. Mais je dirai l'essentiel. Elle m'a dit qu'elle avait eu du temps, trop de temps, pour se voir honnêtement. Que ce qu'elle avait fait n'avait pas été seulement une erreur de jugement, ou une décision prise dans un moment de faiblesse. Cela avait été le résultat d'années à ne pas parler, à ne pas demander ce dont elle avait besoin. À se convaincre que l'insatisfaction qu'elle ressentait était de ma faute, alors qu'en réalité, c'était une conversation que nous n'avions jamais eue ensemble. Qu'au lieu de parler, elle avait cherché à l'extérieur ce qu'elle aurait dû chercher à l'intérieur. D'abord en elle-même, et ensuite dans notre relation. Qu'elle avait impliqué les enfants d'une manière qui n'avait aucune justification. Qu'elle avait forcé Jonathan et Julieta à porter une charge qui relevait de la responsabilité des adultes, et non des enfants. Et que tout cela réuni était une chose avec laquelle elle devrait vivre pendant longtemps. Elle ne pleurait pas en disant tout cela, et cela m'en disait plus que si elle avait pleuré. Les larmes sont parfois un soulagement. Ce qu'elle avait sur le visage n'était pas du soulagement. C'était l'expression sérieuse et dépouillée de quelqu'un qui regarde ses propres erreurs en face, sans demander à personne de les minimiser. Quand elle a fini, elle a demandé si elle pouvait me dire une chose. Pas si je lui pardonnais. Pas si nous pouvions réessayer. Juste si elle pouvait me dire une chose. J'ai réfléchi avant de parler, et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je n'avais pas été l'homme dont elle avait besoin pendant de nombreuses années non plus. Que j'avais cru que pourvoir aux besoins matériels suffisait,
et que cette croyance nous avait coûté très cher à tous les deux. Que si j'avais su mieux écouter, si j'avais été plus présent, si j'avais appris plus tôt que l'amour ne se montre pas seulement avec du travail et de l'argent, mais aussi avec de l'attention et du temps, peut-être que les choses auraient été différentes. Je n'excusais pas ce qu'elle avait fait. Je reconnaissais que les histoires brisées ont rarement un seul coupable. Je lui ai aussi dit que je lui pardonnais. Non pas parce que ce qu'elle avait fait était juste, mais parce que porter le poids de ne pas pardonner était une tâche trop lourde pour le reste de ma vie, et que j'avais décidé de voyager léger. Que le pardon n'était pas pour elle. Il était pour moi. Pour que je puisse continuer à marcher sans ce poids sur le dos. Aurora m'a regardé pendant un instant qui m'a semblé plus long qu'il ne l'était, puis elle a dit « Merci ». Juste ça. Merci. Nous nous sommes dit au revoir à la porte du café, avec la bonne distance. Sans l'étreinte forcée des gens qui ne savent plus comment se toucher, ni la froideur inutile de ceux qui ont besoin de montrer qu'ils ne se soucient plus de rien. Juste deux personnes qui avaient partagé 25 ans de vie, et qui se disaient maintenant au revoir depuis un lieu de vérité. Je les regardais s'éloigner dans la rue, et je n'ai rien ressenti qui me tire en arrière. J'ai juste senti que quelque chose qui était ouvert depuis des mois, se fermait enfin. Pas avec un claquement, mais avec la douceur d'une porte que quelqu'un ferme avec précaution, parce qu'il sait que de l'autre côté, il y a quelque chose qui mérite le silence. Je suis rentré à l'appartement à pied, les mains dans les poches, et le soleil du matin sur le visage. Cet après-midi-là, Estefania est venue à la maison. Nous avions prévu de cuisiner ensemble, une chose que nous avions commencé à faire le dimanche, comme l'une de ces petites routines qui construisent la vraie vie sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à ce qu'elle fasse déjà partie de qui on est. Elle a apporté les ingrédients. J'ai mis la musique. Et nous avons cuisiné dans cette cuisine étroite, qui avait à peine la place pour deux personnes bougeant en même temps, nous cognant les coudes, riant des accidents culinaires. Parlant de tout et de rien, avec le confort de deux personnes qui n'ont plus besoin d'essayer de bien s'entendre. Je lui ai raconté la rencontre avec Aurora pendant que nous coupions des oignons. Sans drame. Avec le même naturel que si je lui racontais n'importe quel moment de ma journée. Estefania a écouté, et quand j'ai fini, elle m'a demandé comment je me sentais. Comme toujours, cette question qu'elle ne se lassait jamais de poser. Je lui ai dit que je me sentais libre. Que c'était la première fois que j'utilisais ce mot pour décrire mon état, et que je le pensais vraiment. Libre. Pas dans le sens où il n'y avait plus de responsabilité ou d'attache, mais libre dans le sens où tout ce qui était dans ma vie, y était parce que je l'avais choisi. Le travail, l'appartement, la plante à la fenêtre, les livres sur l'étagère, Hector, Julieta, la relation que je reconstruisais lentement avec Jonathan, et elle. Tout était choisi. Rien n'était subi. Estefania a posé le couteau sur la planche à découper, m'a regardé, et a dit une chose que je ne m'attendais pas à entendre à ce moment-là, mais qui a atterri exactement là où il le fallait. Elle m'a dit que, des mois auparavant, la première fois que nous nous étions vus dans le parc, elle avait remarqué quelque chose en moi, qu'elle trouvait différent de la plupart des hommes qu'elle avait rencontrés après sa propre histoire difficile. Ce n'était pas que j'étais parfait, ou que je n'avais pas de blessures visibles. C'était que, malgré les blessures, je n'étais pas fermé. Qu'il y avait quelque chose, dans ma façon d'être assis sur ce banc et de regarder l'eau, qui disait que j'étais une personne encore prête à être au monde. Et que chez quelqu'un qui avait traversé ce que j'avais traversé, c'était quelque chose qu'on ne trouvait pas tous les jours. Je n'ai pas su quoi répondre pendant un instant. Puis je lui ai dit qu'elle m'avait appris quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin d'apprendre. Qu'on pouvait aller bien sans avoir besoin que tout soit résolu. Que le bonheur n'était pas un état qui arrivait quand tous les problèmes disparaissaient. C'était la décision d'être présent pendant que les problèmes existaient encore, et que la vie continuait d'avancer. Nous avons fini de cuisiner, mis la table, ouvert une bouteille de vin simple, et nous nous sommes assis pour manger dans cette petite cuisine. Avec de la musique en fond, et la lumière de l'après-midi traversant la fenêtre, comme si le monde extérieur était exactement aussi calme que ce qu'on ressentait à l'intérieur. J'ai pensé à l'homme qui avait franchi cette porte, il y a presque un an, et qui avait trouvé sa famille assise en silence, l'attendant avec une décision déjà prise. J'ai pensé à la valise que j'avais préparée avec un calme que je ne comprenais pas. J'ai pensé au parking sombre, au canapé d'Hector, aux promenades matinales, aux nuits où ma poitrine se serrait sans prévenir. J'ai pensé au banc du parc, et à une femme qui avait levé les yeux de son livre et dit qu'il y avait assez de place pour nous deux. Et j'ai pensé que parfois, la vie a besoin de se briser complètement,
pour révéler ce qu'elle a toujours été censée être. Je n'avais rien gagné en le prenant à quelqu'un d'autre. Je ne m'étais pas vengé. Je n'avais pas attendu que les autres tombent pour me sentir bien. J'avais simplement choisi de continuer. Choisi de construire. Choisi d'être présent dans ma propre vie pour la première fois depuis des décennies. C'était tout, et c'était suffisant. Plus que suffisant. J'ai levé mon verre et j'ai trinqué en silence. Sans qu'Estefania ne s'en aperçoive, sans discours ni cérémonie. Juste moi, le vin, et la vie que j'avais choisi de vivre. À l'homme qui a quitté cette maison sans se retourner. À l'homme qui a appris que lâcher prise n'est pas perdre. À l'homme qui a découvert, à presque 50 ans, qu'il était encore temps d'être vraiment lui-même.